retrouve pour cette dernière séquence, même s'il nous manque un invité qui va nous rejoindre, nous l'espérons, dans quelques minutes. Engage-moi, les nouveaux codes de la réussite, c'est le titre de cette séquence. C'est aussi le titre d'un nouveau programme, on va en parler tout à l'heure avec toi, Saïd, d'un nouveau programme signé La Tribune et la Fondation Mosaïque, qui paraîtra pour la première fois le 19 septembre prochain. On vous en reparle tout à l'heure. Mais avant, on souhaitait, lors de ce sommet du Grand Paris, mettre en lumière des acteurs et des actrices de terrain qui, chaque jour, interpellent, mobilisent, accompagnent, innovent en faveur d'une politique d'inclusion économique. Et donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir Saïd Hamouche, qui est le fondateur du groupe Mosaïque, qui est président de sa fondation. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Sariati Mzouali. On va parler avec vous de foot. On va reparler de la place des filles, si elles font du foot ou si elles n'en font pas, à Évry-Courcouronnes. Avant, on va commencer avec vous, cher Saïd. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse? Vous êtes un homme très engagé, beaucoup de gens ici vous connaissent. Comment c'est arrivé tout ça, cette aventure Mosaïque, jusqu'à la fondation? Faites-nous un peu le pitch. Le point de départ, c'est probablement la prise de position de Claude Bébéar. Vous savez que Claude Bébéar a fait beaucoup pour l'économie en France. Et sur la fin de sa carrière, il a décidé de s'engager à titre personnel à travers des recherches qui avaient été poussées par l'Institut Montaigne et qui faisaient état en fait des discriminations en France. La France, en fait, est un pays ouvert, c'est un pays très positif, c'est un pays où on a énormément de réponses à des problématiques sociales. C'est un pays aussi qui a toujours su ouvrir la porte à les populations issues d'origine modeste, issues des quartiers populaires. Et puis, finalement, cette France, en fait, qui brille par son savoir-faire, ses valeurs républicaines, elle a probablement été un peu dans le déni sur la mécanique de la discrimination. La discrimination, vous savez que c'est un fait aujourd'hui qui est illustré, alimenté par évidemment les valeurs de type préjugé, négatif, et qui suscite à un moment donné des réactions négatives sur tel ou tel type de population. Et sur les questions en fait économiques, aujourd'hui, elles ont bloqué probablement une partie en fait de la croissance en France. Moi, je fais partie de ceux qui ont vu en fait des processus de recrutement qui ont eu du mal à s'ouvrir. Parce qu'on était dans des théories où il fallait en fait recruter les meilleurs. Et les meilleurs, ce n'étaient pas forcément ceux qui habitaient les milieux populaires. Parce que être aujourd'hui à Évry-Courcouronnes, quand on a décidé de faire de l'économie, eh bien la carte scolaire va vous envoyer plutôt sur une université en fait de banlieue. Et ça constitue finalement une jeunesse qui va à l'école gratuit, qui développe en fait des diplômes, des aptitudes, et qui est malheureusement en fait discriminée quand elle arrive sur le marché du travail, alors qu'on a besoin de talent. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé en fait d'abord de créer une solution positive qui a été le premier cabinet de recrutement associatif. Associatif, ce qu'on voulait être dans une logique d'indépendance, indépendance financière et indépendance politique, et puis associative, parce qu'en réalité, ce qui nous intéressait, c'est de trouver la bonne personne dans la bonne entreprise à compétences égales. Et en travaillant en fait sur un prisme complètement économique, avec une approche très rationnelle où on faisait en exergue les compétences, eh bien on a réussi à inventer en fait une dynamique qui a permis, au bout de 15 ans, de placer près de 18 000 personnes et plutôt dans des grands groupes du CAC 40. On a développé ensuite des expertises sur les ETI, les PME, et donc aujourd'hui on sait que ce sujet-là, en fait, c'est un sujet de croissance, c'est un sujet qui fait du bien à la société, parce que si on trouve la bonne personne, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou tout simplement territoriale, eh bien on a gagné. Sariati, justement, vous êtes un peu l'illustration de ce dont parle Saïd. Vous êtes à Évry-Courcouronnes, vous avez décidé d'accompagner les filles pour qu'elles fassent du sport. Vous avez monté une association qui s'appelle Idaraya. Pourquoi c'était aussi important? D'abord, nous présenter peut-être l'association, en quoi ça consiste exactement, et puis peut-être après, dans un deuxième temps, nous expliquer pourquoi c'était si important d'accompagner les filles pour faire du sport.
Puis après, j'ai plein d'autres questions à vous poser. Allez, on commence avec ces deux-là. Bonjour à tous. Du coup, Idaria, c'est une association qui permet du coup aux jeunes filles et aux femmes de pratiquer du sport en loisir. Dans un premier temps, avec les femmes, on est sur du foot en loisir 2 à 3 fois par mois. C'est pour celles en fait qui n'ont pas les moyens de s'inscrire dans un club ou qui n'ont pas envie d'aller à la salle de sport ou qui ne trouvent personne avec qui faire du sport. Donc nous, c'est plus, on a voulu répondre à ce besoin-là. Et ensuite, avec les jeunes filles, où je travaille en collaboration avec les différentes maisons de quartier de la ville d'Évry-Courcouronnes, où on propose des stages de sport pendant les vacances scolaires. Du coup, cette idée, en fait, elle est venue du fait que moi, en fait, j'ai grandi dans un milieu où c'est vrai qu'une fille qui fait du sport, c'est pas dans les mœurs. C'est compliqué. Pourtant, je suis issue d'une fratrie de 6 garçons. Pourquoi c'est compliqué pour une fille faire du sport? Parce qu'apparemment, c'est pas sa place. D'accord. Apparemment. Ok. C'était un peu ça. Enfin, moi, personnellement, mon père nous a toujours encouragés à faire du sport avec tous mes frères. C'est juste un moment, il m'a fait arrêter parce que je prenais ça trop au sérieux. Je me concentrais sur ça et pour lui, c'était hors de question de voir sa fille faire du sport et en faire sa carrière. On va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frustrée tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, cette association que j'ai créée, en fait, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres filles qui vivent ce que j'ai vécu. J'ai envie, en fait, de dire à ces jeunes filles que le sport est accessible pour elles, qu'il n'y a pas de sport de garçons ou de sport de filles, que le foot ou le rugby, peu importe, c'est pas que pour les garçons. J'ai vraiment envie d'enlever toutes ces étiquettes qu'on met sur le sport et les encourager à aller sur cette voie. Et est-ce que ça se passe bien ou est-ce que c'est difficile d'imposer ça? Un peu des deux. Donc les freins viennent d'où? Les murs viennent d'où? Je dirais qu'en fait, il faudrait changer la mentalité des parents déjà, dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis des générations, que ces garçons peuvent faire du sport et qu'une fille... à la maison. Donc je pense que dans un premier temps, ça passe par là. Et nous, avec l'association, c'est un peu ce qu'on fait. On organise des conférences ou des tables rondes avec des professionnels du métier, des journalistes, des sportifs, pour justement expliquer ça. Et on invite les parents à venir à toutes ces occasions pour leur en parler. Et, donc dans un premier temps, il faut que ça passe par là. Saïd, le sport comme vecteur de cohésion sociale et territoriale, ça vous parle, j'imagine? Complètement. Je pense que le sport permet en fait effectivement de développer d'autres clés qui font de nous en réalité nos personnalités, des citoyens intégrés dans la société. Et à travers le sport, c'est aussi une autre manière de parler aux autres, c'est aussi une autre manière d'interagir avec d'autres écosystèmes, c'est aussi la relation à la compétition, la relation à la réussite. Et donc tout ça, c'est extrêmement structurateur et je trouve que aujourd'hui, quand on a l'occasion de pratiquer, quel que soit son genre, eh bien, c'est en fait une carte qui permet vraiment de rebondir et de réussir. Qu'est-ce qui manque à ce pays, Saïd, pour faire avancer, pour faire bouger les lignes, pour pousser les murs? Oula. Ah bah oui. Sur quel sujet? Sur quel axe? Sur l'axe de l'inclusion, vous êtes, sur l'axe de l'inclusion. Impliqué partout. D'abord, moi je trouve que sur les questions d'inclusion, faut arrêter de prendre ce sujet comme un sujet social. Moi je pense que l'inclusion, c'est un sujet d'abord économique. Et on sait aujourd'hui que ce sujet, si on trouve le bon modèle économique, on peut en faire en fait des sources de développement. Moi, je vais reprendre en fait l'exemple que j'ai vécu pendant 15 ans. Moi, je suis fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. J'ai eu une envie, en fait, c'était de revendiquer que dans ces quartiers populaires, il y avait des gens qui avaient fait des études, qui étaient capables de développer en fait des expériences très intéressantes à compétences égales également dans des entreprises publiques ou privées. On a travaillé avec des entreprises qui étaient engagées sur les questions de diversité. On a inventé en fait un modèle organisationnel. Ce modèle organisationnel est devenu en fait une entreprise à mission qui elle-même a créé sa propre fondation. Et on a fait le choix que cette fondation, pour ne pas perdre le fil de nos valeurs, puisse détenir 100% du capital en fait de cette entreprise. Donc on a démontré d'abord, qu'on crée de la richesse sur une problématique en fait de justice sociale,
que si on est extrêmement pro, eh bien on peut avoir en fait un marché. Et donc on a créé un nouveau marché qui n'existait pas, celui du recrutement inclusif. Et je suis ravi de savoir qu'aujourd'hui, il y a d'autres opérateurs du recrutement qui se sont lancés sur ce sujet-là. Je pense à Deco, je pense à Michael Page, qui ont ici aujourd'hui des spécialistes sur ces questions-là. Et ça, ça a été un... Et puis 3, cette question en fait qui est la discrimination ethnique, culturelle, sociale. En réalité, elle nous touche tous. On aura tous un jour plus de 50 ans, si on n'a pas déjà plus de 50 ans. Et la discrimination liée à l'âge, c'est le premier facteur en fait de discrimination, il ne faut pas l'oublier. Et donc du coup, si ce sujet-là, on n'est pas en mode préventif, on ne s'occupe pas très tôt, eh bien on le subira à un moment donné dans sa carrière. Et c'est pire lorsqu'on est une femme, de la diversité culturelle, ou lorsqu'on est une femme senior de la diversité culturelle. Donc ça, c'est des effets cumulatifs aujourd'hui qui posent problème à la société. Et on voit toujours ce sujet-là comme étant en fait une problématique sociale. Et moi, je pense qu'on a besoin de réinventer la manière dont on fait. L'État-providence, malheureusement, n'est plus, donc ça ne nous laisse plus le choix. On doit réinventer la manière dont on développe du business, la manière dont on investit dans des entreprises. Et on sait qu'aujourd'hui, eh bien, c'est des nouveaux marchés qui peuvent permettre à la France de redécoller et gagner des points de croissance. J'en suis persuadé. Super. Tu viens ? Allez, on va accueillir Anthony Babkin qui est très en retard, mais on va l'applaudir quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour Anthony. Alors, Anthony, on a commencé sans toi, tu nous en veux pas? Je vous avais demandé de m'attendre. Ah, eh bien non. Alors, Anthony, tu es aussi quelqu'un de très engagé. Tu es cofondateur d'une association à l'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days. On a parlé de la Fondation Mosaïque, on a parlé de la super association Idaraya avec Sariati. J'aimerais que tu nous parles de Diversity Days quand même. Tu nous dises 4 mots là-dessus. Alors déjà, bonjour à tous. Ravi d'être là et pour plein de raisons, parce que déjà la Tribune, depuis maintenant quelques années, fait confiance à Diversity Days sous ton contrôle ou je dirais même ta bienveillance, voilà, et celle de Jean-Christophe, de Tatiana, de toute l'équipe de la Tribune. On sent une rédaction aussi qui a envie de faire rentrer des nouveaux visages, des nouveaux portraits dans ces colonnes, donc c'est encourageant. On travaille sur les représentations, bien sûr, comment on parle d'économie, comment on parle d'entrepreneuriat, qui est-ce qui en parle, et en fait, qui est-ce qui est autorisé peut-être à créer son entreprise en France, à se reconvertir professionnellement. Et nous, c'est spécifiquement sur les métiers de la tech. Alors donc, ça peut être des startups, ça peut être des projets à impact, ça peut être aussi des personnes qui ont envie de créer des services. Et Idaraya en est un excellent exemple. Et dans la manière dont on va aller chercher ces candidats, au même titre que Saïd avec la Fondation Mosaïque ou Mosaïque RH, et aller chercher derrière le périph', donc le Grand Paris, le vrai Grand Paris. J'en suis originaire, donc je sais de quoi je parle. C'est les zones rurales aussi, évidemment. Et puis toutes ces personnes qui peuvent être à un moment heurtées dans leur parcours parce que en situation de handicap, seniors dans l'emploi, personnes qui ont connu des discriminations en raison de leurs orientations, en raison de leur poids, en raison de plein de choses. Donc dans les 10 000 personnes qu'on a accompagnées sur les 6 dernières années, on a des profils, par exemple sur notre programme d'aide à la reconversion, 25% des gens sont au RSA, 15% sont en situation de handicap, à peu près 25% viennent des quartiers aux zones rurales, 65% sont des femmes. Donc on voit bien qu'on a tout un travail de traction et où on joue sur les représentations pour permettre à des gens qui se disent parfois j'ai pas ma place ou c'est pas fait pour moi, et en particulier sur la tech, il y a quand même ce particularisme d'avoir finalement dans son sein quelque chose de très masculin, parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans la tech qui ont créé des boîtes, qui ont grandi, qui ont pris leurs collègues d'école d'ingénieurs ou de commerce, et puis qu'on grossit, et puis en fait qu'on recrutait des gens qui leur ressemblaient. Et au final, aujourd'hui, on a des boîtes qui sont assez cloniques. Et donc, si vous cherchez la diversité dans le monde de la tech, vous êtes un peu déçus. C'est compliqué. Donc on essaye de réparer ce truc-là et de dire à plein de gens qu'ils ont leur place, mais ils s'y reconnaissent à partir du moment où dans les représentations, dans nos programmes, dans tout ce qu'on va faire pour le rendre accessible, on essaye de changer le narratif ou les représentations. D'accord. Justement, Sariati, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être accompagné par Diversity Days? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors moi, du coup, j'ai suivi le Leadership Programme. C'était un programme d'accompagnement de 6 semaines. Ce que ça m'a apporté, c'est un réseau, des contacts. J'ai pu avoir accès à des portes auxquelles je n'aurais jamais eu accès, où le chemin aurait été plus compliqué.
Et surtout, ce programme m'a apporté des outils, des billes et m'a conforté dans le fait que ce que je faisais, ce que j'entreprends est quelque chose à impact. Super. On l'applaudit, non, même si on est très nombreux. Anthony, Saïd, tu as parlé, Anthony, en introduction, et je t'en remercie de ce partenariat avec la Tribune et avec d'autres médias d'ailleurs, justement sur la place des médias dans tout ça. Est-ce que c'est important et en quoi c'est important que les médias se mêlent de ces questions et qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus ou en tout cas ce qu'elles ne font pas assez, en tout cas. Au même titre que le pluralisme est celui dont on va à présent avoir la joie de le découvrir le dimanche grâce à la Tribune, je crois que la diversité des profils qui parlent de notre économie, de la création d'entreprises, de l'emploi, des galères comme des opportunités, doivent être des populations diverses. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les représentations sont biaisées sur certains médias, elles nous font dire, ou elles font dire à des gens que n'ont pas tout à fait leur place dans certains pans de la société. Et je crois que ça commence par là. Alors bien sûr, si vous cherchez un apiculteur et que vous trouvez toujours le même type de profil, etc., je ne vous demande pas de trouver à chaque fois la pépite qui ferait que... Mais je vois bien aujourd'hui dans le secteur du numérique, qui est le secteur qui va recruter le plus d'ici 2030, que les représentations sont extrêmement biaisées. Et donc, par définition, tout un tas de gens se disent « mais c'est pas fait pour moi. Je suis trop vieux, j'ai plus l'âge, j'ai pas le bon niveau de diplôme, je suis une femme, je risque d'être seule à mon endroit. » Et donc, le gros travail qu'on fait avec vous et avec d'autres médias, tu l'as cité, c'est d'essayer de se dire qu'il y a un petit encart à chaque fois où on se dit « tiens, cette personne-là, elle peut en inspirer d'autres et redonner confiance. » Maintenant, mon seul point, c'est que je pense que ça doit devenir aussi un espèce de réflexe des journalistes. C'est pour ça qu'on a créé un annuaire. On a vu ce matin avec Chloé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a créé cet annuaire en se disant il ne faut plus qu'il y ait de prétexte à dire on n'a pas eu le temps d'eux. Parce que sinon on a des tables rondes uniformes, ce qui n'est plus le cas à la Tribune d'ailleurs. Vous avez fait énormément de taf sur ça et je vous en remercie. On essaye. De revoir un peu la manière dont on parle de chacun des sujets. Mais c'est essentiel que chaque Français et Française se dise je peux aussi devenir, peu importe que je vienne d'un quartier ou que je vienne d'une zone rurale, moi aussi je peux devenir chef d'entreprise, moi aussi je peux être docteur, moi aussi je peux être avocat, moi aussi je peux être quelqu'un qui porte un projet à impact ou un projet avec une forte ambition. Ok, Saïd, là-dessus, évidemment. Oui, moi je pense qu'il y a un phénomène qui est important, c'est de se rendre compte qu'un média, ça véhicule des idées, ça véhicule aussi des idées préconçues, ça alimente, et à un moment donné, le rôle d'un média, c'est aussi de s'engager. C'est aussi de prendre le sujet à bras-le-corps en se disant, voilà, est-ce qu'on ne peut pas être aussi source d'informations positives? Est-ce qu'on ne peut pas, demain, être en capacité en fait, de parler de choses qui n'ont peut-être pas de valeur économique immédiate, mais qui, si ne sont pas semées tout de suite, eh bien, il n'y aura pas de fertilisation. Et la fertilisation, c'est de faire grandir des projets, des acteurs qui sont en dessous du radar et qui feront peut-être l'économie demain. Et je crois que c'est ça qu'on retrouve systématiquement dans les valeurs de la Tribune. Je suis ravi de savoir que c'est un média véritablement engagé, qui fait des choses, qui prend des risques. Et bravo à toi, Sophie, parce que encore récemment, on a pu échanger sur ces questions-là et j'étais impressionné par la clairvoyance que vous pouvez avoir. Bien, merci Saïd. On peut l'applaudir aussi. Justement, Anthony, je reviens sur ces Positive Makers. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'on met en place et surtout à quoi ça sert en fait. Alors, la démarche, elle est très simple. La Tribune, c'est des colonnes, c'est un réseau et c'est de la visibilité potentielle pour des talents qu'on déciderait de choisir ensemble. Ça fait maintenant la 2e édition qu'on s'est dit on va créer un programme qu'on a appelé Positive Makers, très français. Donc, des créateurs d'entreprises ou de structures à impact qui pourraient rayonner positivement dans votre réseau ou dans vos colonnes. Et donc pour cette 2e année consécutive, on a sélectionné dans nos rangs et dans les talents qu'on identifiait, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont des alumni de nos programmes, mais quand même, on s'est dit on va aller chercher des gens qui portent des initiatives fortes, qui étaient d'ailleurs toute la journée présents aujourd'hui sur les tables rondes. Et qui sont intervenus sur les tables rondes, oui. Qui sont intervenus sur ces tables rondes. Et on s'est dit on va leur offrir des fenêtres d'opportunité pour venir être sur une table ronde, avoir leur portrait
c'est peut-être rien, hein, mais avoir son portrait dans un grand média économique, César me regarde droit dans les yeux, avoir son portrait dans certains médias économiques lorsqu'on lance une structure, C'est très important. soit associative, etc., c'est un acte fondateur presque, parce que c'est la première chose que quelqu'un va voir lorsqu'il va vous googliser. Donc voilà, avoir son portrait dans la tribune. Et troisième chose, c'est aussi avoir des temps forts comme cela, où en fait, hier soir, la plupart étaient invités au dîner des maires d'Île-de-France, en compagnie aussi de votre partenaire, des notaires. D'Île-de-France ou de France? Notaire? Du Grand Paris, les notaires du Grand Paris. Non mais je suis déjà... Marc Cagnard qui est là. Je suis déjà has-been en fait, c'est ça. Il ne faut plus dire Île-de-France, c'est ça. Et donc... avoir son rond de serviette aux côtés de certains grands acteurs du Grand Paris, avoir son portrait dans la tribune, être invité à certaines tables rondes, bah, c'est le pari de ce programme. Et en plus, donc bonus, cherry on the cake, ils seront pour certains donc invités à venir chroniquer dans l'émission que vous venez de lancer On va en avec parler. la On va Fondation finir avec Mosaïque. ça. Voilà. Et puis avec toi aussi. C'est ça. Et puis on va inviter Sariati. Juste tout à l'heure, après la conclusion avec Jean-Christophe, justement, on fera monter, on présentera la nouvelle promo. Il y en a quelques-uns qui sont venus nous rejoindre. Juste pour terminer, il nous reste quelques minutes. Saïd, donc que tu nous parles un peu de cette émission qui arrive le 19 septembre sur la tribune.fr, qui s'appelle Engage-moi, et du pourquoi la Fondation Mosaïque a souhaité s'associer à nous. Moi, je ne peux que te féliciter parce que l'idée vient de toi, bravo. Et donc, on est très heureux de partager une aventure audiovisuelle, là pour le coup, qui a pour vocation, en fait, d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait au quotidien à travers de nos initiatives individuelles, collectives, nos initiatives qui ont pour vocation en fait de faire un peu bouger les lignes. Nous, on pense que clairement, il y a un pari à prendre sur l'inclusion et l'économie. On pense que ce sujet de l'intégration économique, eh bien, il y a suffisamment de matière pour pouvoir en parler, pour pouvoir embarquer davantage de décideurs économiques sur ce sujet et sensibiliser les pouvoirs publics à terme. Nous, on a fait le choix, en fait, de pouvoir se réunir une fois par mois pour pouvoir parler positivement de ce qui se passe et tout ce qui est source de création de valeur et de richesse pour notre économie. C'est des sujets aussi qu'on doit assumer, qu'on doit porter, qui doit être prolongé à travers un média, et on réinvente donc un support, donc la première web TV qui va parler en fait de l'économie qui se passe en fait dans les quartiers populaires, dans ces entreprises responsables, dans ces associations qui montent des initiatives au sein de ces collectivités territoriales qui prennent aussi le pari en fait de la dynamique par l'inclusion économique, et ça c'est chouette. Je suis ravi, fier. Et puis en réalité c'est un petit groupe de spécialistes. C'est un collectif, Anthony là aussi. Bankin qui apporte en fait son savoir-faire, sa contribution, ses spécialités, son expertise. Toi qui nous ouvre les portes, la tribune qui s'engage encore plus loin que ce qu'ils font d'habitude. Ça va être une super aventure et ça va cartonner sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine. Le 19 septembre, on va faire un petit peu le ménage. Là, on va enlever les tables, les chaises, tout ça. On va accueillir le président de la tribune, Jean-Christophe Tortora, avec Marc Cognard et puis Thomas Lombard pour la clôture de ce sommet du Grand Paris 2023.